Et voilà, c'est parti pour ce Webiscope pour vous permettre de découvrir la boîte à outils de la DevPat pour innover grâce au design de service et mener une démarche centrée usager. Donc, je me présente à vous rapidement. Je suis Émilie Moreau, conseillère en formation de développement à la DevPat. Donc, pour le volet accompagnement et mise en place de formation de développement, je suis référente pour le département de la Lozère et le Nord Aveyron. Mais plus globalement, au sein de la DevPat, je suis également référente sur toutes les questions liées à la participation citoyenne en général, la co-construction, la mobilisation de groupes multi-acteurs et en l'occurrence la mise en œuvre de ces outils que sont le guide méthodologique et la boîte à outils pour mener une démarche centrée usager-utilisateur autour d'une design de service. Et donc, comme c'est dans notre habitude à la DevPat, on partage une fois qu'on a produit ce genre de boîte et d'outils, eh bien nous les partageons. Donc, c'est l'occasion, lors de ce Webiscope, de vous présenter tous ces outils. Voilà. Comme nous ne sommes pas nombreux, nombreuses, je vous propose un rapide tour d'écran que vous puissiez vous présenter les uns les unes aux autres, nous donner un nom, prénom, une fonction, une structure, un lieu peut-être, et voilà, de faire rapidement. Je vous passe la parole en fonction de l'affichage sur mon écran. Donc, j'ai d'abord Camille Lopito, si vous voulez bien vous présenter à nous, si vous nous entendez. Alors, on va passer à à la personne suivante et on verra si on retrouve le son tout à l'heure. J'ai Marina Foulquier ensuite. Oui, bonjour, Marina Foulquier de l'association Terre de Vie en Lozère, donc sur le nord-est Lozère. Le programme OCRE, comme je vois, je mets quand même préférence à Marlène, si tu après, c'est elle qui a ensuite de moi. Mhm. Et du coup, là, Merci Marina, on se côtoie dans oui. en place d'accompagnement en Bah, Lozère. sur mes écrans, il y a toi et Marlène, je suis encadrée par vous deux, donc Ah, comme d'habitude. Je crois qu'on a perdu Émilie, non? Vous l'avez Si. figée sur son Ouais, écran? j'ai figé Émilie. Elle a plus. Ouais, peut-être on peut continuer le tour de table avec Marlène, du coup. Ben oui, si vous le souhaitez, oui. Donc Marlène Chantel, donc je suis chargée de mission au sein de la DevPat et donc Marina a évoqué le programme OCRE. OCRE, c'est Occitanie Création Reprise d'entreprise. C'est un accompagnement en fait de 15 territoires pour accompagner l'entrepreneuriat au milieu rural. Voilà, impulser, initier, innover, entreprendre autrement et accompagner autrement aussi. Voilà. Alors, je donne la parole à l'équipe Lou Mercat. Donc, bonjour, Olivier Deric. Donc, je suis directeur d'un centre social Loumercat Mosaïque à Gaillac et on bénéficie indirectement d'un accompagnement à DevPat pour un projet qui s'appelle La Maison pour tous et on en est ravis. Voilà. Vous donnez la main à quelqu'un? Caroline Paulin. Bonjour à toutes et tous, donc Caroline Paulin, je suis consultante et formatrice en développement commercial. Donc je mets les chefs d'entreprise, entrepreneurs et zut, on va y arriver, et autres entités en ordre de bataille pour vendre. Voilà, donc je ramène la balle, j'aime bien dire, pour illustrer que je ramène la balle du fond du terrain et pour que les personnes arrivent à buter, marquer des buts eux-mêmes. Et Et je suis à Émilie, Castres. Émilie, tu nous as rejoint. je suis Du coup, navrée. on a continué le tour de table. Caroline s'est présentée. Et je passe la Et main à Sophie. voilà. Et je vous remercie et je suis navrée, j'ai plus de son, plus d'image, plus de connexion, plus rien. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, continuez.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Théris, je suis sur le tiers-lieu Le Jardin d'Arvieux en Aveyron. Et à ce titre-là, on accompagne différents porteurs de projets et on est aussi souvent accompagné par la DEFPAT pour soutenir voilà, ces projets qui émergent sur notre territoire. Je vais passer la main à Valentine. Bonjour, pour que vous me voyez, il faut que je fasse ça, pour que vous m'entendiez, il faut que je fasse autre chose. Donc, Et vous m'entendez? Je suis référente territoriale de l'Albigeois à la DDT du Tarn. J'accompagne en ce sens des collectivités et la DEFPAT est un partenaire d'ingénierie sur le territoire. merci. Alors, je ne sais plus dans quel ordre les présentations se faisaient. Et en fait, moi, j'avais dit à chacun de donner la parole à une autre personne. Voilà. Oui. D'accord. Alors, Valentine, à qui est-ce que vous passez la main pour les présentations? Qui c'est qui n'a pas parlé encore? Caroline, vous avez parlé? Oui, c'est déjà fait. Mais je peux passer la main à Naël, du coup. C'est dur, hein, comme exercice, il faut que je me rappelle. Tiens, mais Anna, elle, alors, voilà. Bonjour, j'ai de mission mobilité. Je suis responsable de tous les projets mobilité durable au sein de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Voilà, et je passe la main à Marianne. À Marianne, donc c'est moi. Donc je suis directrice adjointe au conseil départemental de Tarn-et-Garonne, qui est membre de la DEFPAT. Et je m'occupe de tous les sujets relatifs à l'attractivité territoriale, au développement territorial et développement local. Voilà, donc on développe des politiques départementales sur le numérique, sur l'attractivité médicale, sur les services au public aussi en milieu rural. Donc moi, ce qui m'intéresse au niveau de ma fonction, voilà, c'est d'impulser de nouvelles manières aussi de faire, de travailler avec les acteurs et d'agir à mon échelle un petit peu sur la transformation des politiques publiques. Voilà, donc intéressée sur le sujet du design du service, bon, que j'ai pu pratiquer par ailleurs dans une expérience précédente. Et voilà, j'essaie de remonter sur le cheval. Donc la DEFPAT pour ça est un bon initiateur, je pense. Voilà, merci. Merci, Marianne. Alors, qui est-ce qui doit se présenter ensuite? Il reste Manon, je crois. Manon. Oui. Bonjour, Manon Vigier. Du coup, moi, je suis chargée de projet plan alimentaire territorial au sein de la communauté de communes du pays de Mirepoix, en Ariège, du coup. Super, merci. On a une bonne représentativité géographique, là, c'est intéressant. Alors, comme j'ai manqué une petite étape, est-ce que monsieur Alou Mercat, vous vous êtes présenté ou pas? Oui, voilà. Bon, excusez-moi. Autant pour moi. Et du coup, je peux finir. Voilà. Voilà, Camille Lopito avait peut-être pas de micro, mais je peux me présenter. Donc, je suis Mélanie Verdier, rattachée à une structure qui s'appelle 2IS Innovation Stratégie. Je suis consultante formatrice pour l'ADEFPAT depuis quelques années maintenant, je crois 6 ans. Je profite pour faire un petit coucou à Sophie, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un accompagnement justement à Arvieux. Voilà, on intervient beaucoup avec ces principes de démarche centrée sur les usagers. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir témoigner sur un exemple de démarche. C'est quelque chose qui est un peu dans notre ADN d'intervention, d'où l'intérêt d'échanger sur ces sujets. Et je vois que Camille est allumée. Camille est là, oui. Oui, Si nous vous avons, voulez vous présenter. nous avons fait un petit tour de présentation. Est-ce que vous voulez bien Alors, nous dire d'où moi, je ne me suis pas présentée, je me sens un peu l'électron libre, ou bien je suis bénévole dans plusieurs associations et j'ai connu la DEFPAP en faisant le plan alimentaire de territoire du pays de la Française. Et de nouvelles méthodes pour attirer les personnes m'intéressent puisque je suis responsable de 2 associations par ailleurs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous ne sommes pas très nombreux ou nombreuses, mais pour autant, je trouve que l'on représente bien la diversité de tout ce que peut incarner une démarche centrée usager et qui peut être concerné pour la participer ou la porter.
Donc c'est un écran assez représentatif. Merci beaucoup. Alors je vais démarrer tout de suite en partageant mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne correctement chez vous. Oui. Oui, est-ce que voilà, si vous voyez bien mon écran. Allez, Tu peux passer en plein écran. Je ne sais pas si. mais pourtant normalement ça l'est. C'est ça qui me. C'est bon. C'est bon pour vous. Allez, parfait. Donc, voilà. Alors, nous sommes ici pour parler d'une démarche centrée usager. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de design de service? Alors, c'est une méthode originale qui permet, vous le disiez tout à l'heure en vous présentant, qui permet de participer à renouveler l'action publique. Ça permet de sécuriser la pertinence de la mise en œuvre de nouveaux services en s'appuyant sur une approche pluridisciplinaire et surtout en s'appuyant sur l'expertise des futurs usagers, des futurs utilisateurs de ce service. Donc le design de service, ça permet vraiment d'impliquer les habitants, les usagers dans la conception en phase de très amont de ce service qui leur sera destiné. Et ça vient renforcer, ça œuvre pour l'attractivité du territoire. Et ça, vous l'avez tous un peu précisé dans vos présentations, dans les enjeux de vos missions, qu'elles soient professionnelles, bénévoles, en tant qu'élus, etc. Donc ça répond à cet enjeu d'attractivité de territoire. Euh, Pourquoi est-ce que la DevPad vous parle aujourd'hui de design de service? C'est en fait, on va dire, l'atterrissage en quelque sorte d'un programme dans lequel nous nous sommes inscrits depuis quelques années qui s'appelle Terre de Design, un laboratoire de services désirables, pendant lequel, au cours duquel, qui était mené et financé par le FNADT et le Massif Central, au cours duquel on s'est engagé à expérimenter des actions de participation citoyenne, de design de services. Et un des objectifs de ces actions d'expérimentation, c'était la production en fait d'outils pratiques, de livrables. Et ce sont ces outils que l'on vous présente aujourd'hui, en fait, à la fois un guide méthodologique et une boîte à outils, une déclinaison de fiches outils que l'on met maintenant à disposition en open source sur le site internet de la DevPat. Et c'est aujourd'hui la présentation un peu de la démarche et des outils et un témoignage sur la mise en œuvre l'utilisation de ces outils. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui autour de cet écran. Voilà, donc concevoir des solutions qui répondent aux besoins des utilisateurs, ça peut s'avérer complexe. Il y a de nombreux défis à relever. Et c'est en ça où pendant la première partie de ce Webiscope, je vais rapidement amener un tout petit peu de théorie, mais pas trop, sur une première partie. La deuxième partie, on va explorer ensemble rapidement la boîte à outils pour que vous puissiez ensuite être autonome pour vous l'approprier quand vous le voudrez à votre rythme de votre côté. Et la troisième partie, ce sera le temps de témoignage et de partage d'expérience de Mélanie Verdier, euh, comme elle l'a dit tout à l'heure. Alors, pour une première approche, j'ai voulu d'abord vous présenter les bénéfices d'une démarche centrée usager. Donc, on a identifié 4 grandes familles de bénéfices, de pourquoi est-ce qu'on vous engage, on vous engagerait à mener une telle démarche. Alors, d'abord, ces démarches centrées usager, faire appel à l'expertise d'usage, permet de faire émerger des innovations à travers des services et des solutions qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs. L'intention première est toujours de partir du besoin exprimé. Ensuite, on cherche surtout à s'assurer du succès de la solution, à s'assurer de l'adoption de la solution par rapport à un contexte. Donc la démarche permet la prise en compte de ce contexte social, économique, environnemental, de toutes les tendances du territoire. Donc on s'approprie le contexte pour mettre en œuvre une solution adaptée et un service approprié. Ensuite, on va s'assurer par cette méthode de l'utilité sociale du service qui est déployé.
C'est une solution qui doit répondre à certaines notions d'impact, en fait. Et l'approche usagée permet de répondre réellement à des impacts positifs sur le territoire et d'apporter un impact positif. Et ensuite, on cherche à créer de la cohérence entre les diverses orientations politiques et les besoins réels des usagers. Donc, il est important de garder ces bénéfices en tête et surtout, on pourrait avoir un effet miroir en quelque sorte et se dire quels seraient les risques à ne pas faire. Eh bien, les risques à ne pas faire, ce serait de ne pas être assez ambitieux en quelque sorte en termes d'innovation. Ça serait de ne pas aller chercher les besoins des futurs utilisateurs, donc de ne pas être cohérent avec les vrais besoins et de créer un service finalement qui ne répond pas aux besoins et qui n'assure pas une utilité sociale sur le territoire. Donc on ne peut qu'encourager à avoir recours à l'expertise d'usage et à la démarche centrée usager. Pour mettre en œuvre une telle démarche, les différents travaux méthodologiques que l'on a mis en place nous ont permis de décomposer la démarche en différentes étapes. Donc là, vous avez les grandes étapes que je vais décliner un tout petit peu autour de grandes questions à se poser. Vous avez tout le détail ensuite dans les supports que vous pourrez télécharger, guide méthodologique et boîte à outils. Donc tout ce que je vous présente là, ce sont vraiment des extraits de tout ce à quoi vous aurez accès avec les supports téléchargeables. Donc les différentes étapes de mise en œuvre, d'abord, on délimite clairement le projet, sa temporalité, ses finalités. Donc là, les questions à se poser, ce sont quand souhaitons-nous voir la solution ou le service être déployé, les moyens humains et financiers dont on dispose et qu'on peut mettre à disposition, le quoi tout simplement, l'objectif à quoi doit répondre le service qui sera nouvellement créé. Ensuite, on doit mobiliser des outils et des méthodes adaptées pour aller chercher les attentes et les besoins, les différentes représentations, les usages actuels des futurs utilisateurs. Donc on doit bien connaître finalement le public cible et les utilisateurs futurs du service. Donc on doit savoir quelles informations on souhaite récolter à propos de ce public pour bien le connaître et quels seront les outils qui nous permettront d'aller collecter leurs besoins et leurs attentes pour les confronter ensuite à la future solution qui sera mise en œuvre. Ensuite, on doit planifier, bien évidemment, des étapes clés, répartir de manière adaptée les compétences des parties prenantes. Donc, en fait, on doit dérouler un plan d'action, on vous donnera des méthodes. On doit pouvoir identifier toutes les personnes qui seront impliquées dans la démarche et dans les différentes étapes, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes, les différentes expertises auxquelles on doit faire appel, donc quel partenaire en fait on va solliciter tout autour de cette démarche. Ensuite, il y a une étape qui est permanente, continue, c'est ce qu'on a appelé la veille ou le benchmark pour prendre connaissance en permanence de ce qui se fait ailleurs et des grandes tendances qui se démarquent en fait. Donc, quelles sont les solutions qui existent ailleurs? Que font les autres? Qu'est-ce qui justifie des succès ou des échecs? Euh, Au regard de tous ces éléments, on dégage des tendances et ça nous permet de dégager des grands types de solutions. Et ça, c'est une posture en fait de veille et d'ouverture sur qu'est-ce qu'il se fait ailleurs. Et ça, c'est vraiment une posture à garder, à adopter en permanence. Une autre étape, c'est la centralisation des données que l'on aura extrait de différents questionnaires, de différentes enquêtes, la façon dont on aura collecté les besoins usagers et des futurs utilisateurs, eh bien, permettra d'extraire des données et il va falloir trouver les outils les plus simples possibles, les plus partageables possibles pour analyser ces données et en extraire les solutions. Ensuite, il faut toujours avoir cette posture de co-construction
Ça, c'est le cœur même de la démarche centrée usager. Co-construire les solutions avec des personnes représentatives du public cible. Donc, il faut bien les connaître pour bien les mobiliser. Et enfin, il faut faire tester les solutions choisies afin de les mettre à l'épreuve du réel. Et ça, le test, le prototypage, l'expérimentation, cette étape-là, c'est le cœur en fait d'une démarche centrée usager. C'est vraiment de mettre, comme on l'écrit là, à l'épreuve du réel, tout ce à quoi on a pu euh, penser et penser que c'était la solution à mettre en œuvre. Il faut, même avant que la solution soit finalisée, que le service soit finalisé, le tester, être dans une démarche d'amélioration continue pour évaluer, analyser et adapter en permanence et prendre en compte les résultats de cette observation. Donc, ce sont vraiment à la fois des étapes, mais surtout des postures. En termes de besoins dans votre façon d'appréhender une telle démarche centrée usager, on a identifié quatre blocs, quatre grandes familles de besoins dans l'appréhension de cette démarche. Alors, de quoi vous aurez besoin? En fait, d'abord, vous aurez besoin de prendre confiance dans l'incertitude. Alors, c'est un peu étrange de la mener comme ça, mais c'est là aussi quelque chose qui peut être déstabilisant, mais qui est absolument nécessaire dans la démarche centrée usager. En fait, il faut être le plus, je dirais, perméable possible aux conclusions qui vont arriver du terrain, aux idées qui vont émerger, qui sont exprimées par les usagers, par les futurs utilisateurs. Il s'agit en fait de faire ce petit pas de côté, comme on dit, de sortir de sa zone de confort et accepter qu'on ne sait pas au départ et que tout au fil de la démarche, on ne sait pas et on apprend et on s'adapte. Et il faut avoir confiance en cette notion d'incertitude. Voilà. Et c'est pas quelque chose d'inné ou de facile, mais il faut l'incarner tout au long de cette démarche. Ensuite, un mot qui est cher à la DEFPAT, c'est l'hybridation. Donc, hybrider les sciences humaines et hybrider les sciences de la conception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour mener un projet de l'élaboration d'une étude jusqu'à matérialiser réellement un service, une solution, on va mixer, sans le savoir bien souvent ou sans y prêter attention, on va mixer la sociologie, la psychologie, le design. Et il faut être prêt à, voilà, à hybrider, à mixer toutes ces approches. C'est très pluridisciplinaire, le design de service. Ensuite, on a besoin d'un pilotage très agile de cette méthode et de cette démarche. Il faut être capable, on le disait avec l'expérimentation, en fait, de faire des allers-retours permanents, de s'adapter au fur et à mesure de son avancement. Ça permet de faire évoluer le processus, ça permet parfois de re-questionner le projet même ou le projet initial ou l'intention initiale. Donc il faut avoir cette capacité vraiment d'agilité, d'adaptation permanente. Et enfin, de composer une équipe pluridisciplinaire, ça rejoint un peu ça rejoint la notion d'hybridation parce que selon le service ou le produit même qu'on pourrait vouloir euh, designer, créer, on va faire appel à différentes expertises. On pourrait avoir besoin d'un architecte ou du CAUE, par exemple, dans la conception de nouveaux services dans un bâtiment. On pourrait avoir besoin d'un ergonome, on pourrait avoir besoin, que sais-je, donc de différentes compétences. Et donc, il faut avoir cette approche très, très pluridisciplinaire. Et enfin, je voulais vous parler de posture à adopter, à incarner pendant toute une démarche centrée usager. Et la toute première qui est très importante, c'est cette posture d'écoute active. Alors, euh, c'est une posture qui est très importante, en fait, pour laisser le moins de place possible aux suppositions, aux préjugés, à cette notion
ça va de soi, allant de soi. Il faut toujours re-questionner, il ne faut pas négliger de réinterroger toujours ses certitudes, justement, et donc d'être vraiment dans cette capacité d'écoute et d'accueil de toutes les propositions qui interviennent. Une autre posture importante, c'est une posture créative. Donc on revient sur le fait de faire un pas de côté, de se décentrer un peu, de s'autoriser d'abord, je dirais, la quantité d'idées, de privilégier d'abord la quantité plutôt que que la qualité. En fait, d'abord, ouvrir grand le champ des possibles dans les idées avant de le réduire, ce champ des possibles, à la solution voulue. Bien souvent, la créativité, comme vous le savez, on fait appel à des méthodes d'animation par l'intelligence collective, hein. L'intelligence collective est souvent la réponse à la créativité. Une posture systémique, donc là, on rejoint les notions d'équipe pluridisciplinaire sur l'imbrication et les interactions entre les nombreuses disciplines qui sont sollicitées en fait, et mobilisées pendant la démarche. La posture naïve, ça fait appel là aussi un peu à l'écoute active, dans le sens où on ne pense surtout pas à la place, on vient toujours re-questionner, on est le moins possible influencé par des a priori. Donc voilà, une posture de re-questionnement, de questionnement et re-questionnement permanent. Et encore une fois, la posture expérimentale, où on vient tester en permanence, expérimenter, faire des allers-retours, le tout de la façon la plus agile possible. Voilà, voilà pour les postures. Et des préalables avant de démarrer, qui peuvent paraître tout bêtes quand on sait travailler en mode projet comme vous le faites, mais ça peut vous permettre de mieux dimensionner votre intervention, de choisir les bons outils. Donc, tout simplement, au départ, vous définissez votre point de départ. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai, de quels éléments je dispose et où est-ce que je veux arriver. J'écris clairement l'objectif à atteindre. Je définis à la fois mes usagers cibles et les bénéficiaires potentiels du service. Je définis le réseau d'acteurs, les parties prenantes, toutes les expertises que je vais pouvoir mobiliser en cours de démarche. Et surtout, je mets en place, je modélise une méthode. Et là, cette méthode, on vous propose le coup de pouce, on va dire, sur cette méthode avec les deux outils, guide méthodologique et fiche outil, que l'on vous met à disposition désormais sur le site internet de la DEFPAT. Alors, cette méthode, elle est articulée en fait autour de 4 grands volets que vous avez là sous les yeux. Donc, ces 4 volets, vous le voyez, le premier, c'est le volet comprendre, le volet 2, imaginer, le volet 3, expérimenter, et puis déployer. Et en fait, c'est là l'approche un peu logique que l'on vous propose d'adopter pour mener une démarche centrée usager, comprendre, imaginer, expérimenter, déployer, et ainsi de suite. On peut ne jamais arrêter cette boucle en amélioration continue finalement du service à inventer. Et il y a toujours dans cette méthode une approche d'ouverture. Donc ce sont les flèches qui montent en fait, découvrir, et ensuite une phase de convergence. D'abord on ouvre, ensuite on converge. Donc pour le volet comprendre, par exemple, le volet 1, l'ouverture c'est la découverte et la convergence c'est la définition. On ouvre et on referme, on reprécise, on privilégie la quantité et ensuite on va vers la qualité et on affine. Dans la phase imaginer le service, on va d'abord co-concevoir et ensuite on prototype, c'est-à-dire on rétrécit, on affine en fait la solution. Et ensuite on va expérimenter. D'abord on teste, ensuite on évalue et ensuite on déploie la solution une fois qu'elle est pensée, trouvée. On la déploie, on l'améliore en fonction de l'expérimentation et on la concrétise, concrétise et on la met en œuvre. Et donc ça, c'est un cycle, en fait, une boucle méthodologique en quelque sorte qui est la base et le cœur de l'approche à la fois du guide méthodologique et des fiches outils que l'on a mis
en place à la DEFPAT et que l'on a mis en ligne. On retrouve ces 4 volets. Je ne rentre pas là dans le détail des différentes étapes, mais vous voyez toujours les 4 volets déclinés en 2 phases, une d'ouverture et une de convergence. Alors, pour aller plus précisément maintenant sur la découverte de ces outils et de où les trouver en fait hein, sur le site internet de la DEFPAT notamment, eh bien là j'ai fait quelques impressions écran pour que ce soit plus facile de le découvrir ensemble et puis vous pourrez le retrouver sur le support PDF du diaporama qui vous sera envoyé. En fait, quand vous vous rendez, pour trouver tous ces éléments, quand vous vous rendez sur le site internet de la DEFPAT, www.adefpat.fr, vous arrivez sur cette première page d'accueil et vous vous rendez dans la rubrique professionnalisée et tout en bas, vous avez les boîtes à outils. Donc, vous cliquez sur ces boîtes à outils et vous arrivez sur une page où il y a plusieurs boîtes à outils, notamment la boîte à outils de la démarche centrée usager. Vous cliquez sur le visuel et vous arrivez sur la page suivante. Alors d'abord, on vous dit bravo. Bravo d'être arrivé jusque-là et d'avoir l'intention et la volonté de mener une démarche centrée usager. Et ensuite, on vous donne accès à toutes les ressources. Les ressources, elles sont décomposées autour des 4 volets que je viens de vous présenter, comprendre, imaginer, expérimenter, déployer. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un premier volet, mais les 4 sont présentés de la même façon sur le site internet. Ce volet comprendre, par exemple, sur la gauche de l'écran, vous avez le contenu du guide méthodologique qui aborde ce volet comprendre, avec toujours la phase d'ouverture et la phase de convergence. Donc tout ceci, ce sont des éléments, documents PDF distincts les uns des autres et téléchargeables indépendamment les uns des autres. Donc vous pouvez, si vous cliquez par exemple là sur la partie découvrir de ce volet-là, eh bien vous téléchargez en fait un document PDF de quelques pages qui vous précise l'approche méthodologique de cette étape particulièrement du volet comprendre, découvrir. C'est vraiment le début de la conception de votre démarche centrée usager. Je n'entre pas dans le détail de chacune des pages parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous recommande de télécharger tous ces éléments et de comprendre en fait la logique de ces différentes étapes et de ces différents volets dans la démarche centrée usager. Donc là, vous avez le premier volet comprendre pour l'aspect guide méthodologique et il y a toujours le parallèle avec la boîte à outils et toute une sélection de fiches outils. Donc pour ce premier volet, vous avez par exemple 24 fiches outils qui correspondent à cette première étape. Elles sont donc numérotées, des fichiers PDF indépendants les uns des autres. Donc si on en sélectionne un, alors là j'ai fléché le QQCP par exemple, si je clique sur cette fiche-là, je peux télécharger une fiche outil, le QQCP par exemple, le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc là, c'est une fiche outil pratico-pratique avec des objectifs, avec le déroulement de l'action, des conseils et astuces, parfois des liens qui vous amènent sur des sites internet appropriés. Donc en fait, vous pouvez aller piocher dans cette boîte à outils simplement les outils qui vous intéressent, ou bien vous pouvez aussi avoir accès à l'intégralité des documents, à savoir télécharger le guide méthodologique dans son intégralité, qui couvre les 4 volets, et en parallèle, télécharger la boîte à outils qui vous présente les 55 outils qui composent cette boîte. Donc vous avez ces 2 documents en parallèle, soit les télécharger en intégralité, soit aller piocher les outils et les éléments qui vous intéressent plus particulièrement. Ici, je vous ai fait un condensé de l'ensemble des outils, des 55 fiches outils qui sont disponibles, classés
en fonction des différents volets, des différentes étapes. Donc, on retrouve l'étape comprendre avec découvrir ou définir, les 24 premiers outils et ensuite, ainsi de suite pour les volets imaginer, expérimenter et déployer. Donc, en fait, tout ça est pensé autour de cette matrice en quatre étapes déclinées en différents outils. Voilà. Je n'entre pas davantage dans le détail de cette boîte à outils. Je ne peux que vous inviter à aller la visiter, la décortiquer, vous approprier ces différents outils. Je vous ai mis le lien, vous l'aurez sur le support. Et je vous souhaite une bonne découverte de cette boîte à outils, de ces outils. Et je vais passer dans la foulée la parole à Mélanie qui va, comme elle le disait tout à l'heure, revenir sur une expérience d'accompagnement qui est toujours en cours, qui n'est pas tout à fait terminée, en utilisant quelques-uns de ces outils et puis tes grandes clés aussi de réussite ou quelques écueils, peut-être conseils d'écueils à éviter. Voilà. Merci. Grand merci à vous. Donc, merci déjà pour cette boîte à outils très riche et très intéressante et concrète, vraiment pour la mise en pratique. Voilà, l'idée c'était d'illustrer avec le témoignage du projet Cœur de village à Ambre dans le Tarn. C'est pas le projet le plus exemplaire que vous trouverez, hein. C'est un projet avec toute sa dimension expérimentale, mais ce qui était intéressant, c'est que ça a permis de faire appel justement à différentes clés, différents outils différents conseils qu'Émilie a pu présenter. Donc, ça vous permet voilà, d'avoir une illustration et un exemple. Donc peut-être pour expliquer un petit peu le contexte de cette mission et de ce projet-là. Donc ça se passe dans la commune d'Ambre qui est située à proximité de Lavore, qui est une commune rurale de 1000 habitants. Et en fait, on a un village découpé en deux, on va dire, avec un village historique perché en hauteur, qui du coup est assez limité dans son développement pour des raisons à la fois patrimoniales et pour des questions géographiques. Et finalement, une nouvelle centralité qui se développe de fait dans le bas du village, puisque de plus en plus d'infrastructures sont présentes dans cette zone-là. Donc on retrouve l'école, la salle des fêtes, les terrains sportifs, etc. Donc de fait, les habitants s'approprient de plus en plus cet espace sans qu'il ait été pensé comme un centre de village. Donc pour le moment, il n'y a pas forcément d'espace convivial, c'est pas forcément un lieu qui est pensé pour le vivre ensemble. Un autre facteur aussi, c'est qu'à proximité de cet espace, il y a un axe routier qui est très passant, avec à peu près 9000 voitures jour, donc ce qui peut représenter une contrainte pour la commune et en même temps une opportunité, puisqu'il y a du monde qui passe. Ben, s'il s'y passe des choses, potentiellement, c'est assez facile d'attirer du monde. Voilà, de manière générale, c'est une commune qui est dynamique et attractive. Il y a une forte vie associative, il y a quand même quelques commerces, il y a la proximité notamment de Lavore et d'autres pôles urbains qui permettent de rester dynamique. Et puis des projets en cours sur la base aussi de la volonté de la commune. Donc sur cette zone, cette nouvelle centralité, il y a eu récemment l'installation d'une aire de jeu pour les enfants, d'un city-stade, d'un lotissement, et puis la volonté aussi de la commune de déménager des services techniques qui occupaient des bâtiments dans cet espace, en disant bah, ça va créer des opportunités, si on enlève les services techniques, on libère de l'espace pour ouvrir le champ des possibles. Euh, voilà, donc il y a ce contexte de centralité qui se développe avec l'école, la salle des fêtes, les installations et tous les projets en cours et une vraie volonté des élus de construire un projet pour cette zone et notamment à la fois à long terme mais aussi dans le court terme commencer à faire vivre cet espace et le faire de manière participative. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont sollicité la DEFPAT pour être accompagnés et la DEFPAT ensuite m'a missionné pour l'accompagnement de ce projet. Pour vous donner quelques éléments sur donc, les objectifs et le cadre de l'accompagnement, donc la finalité, c'est bien de concevoir ce nouveau cœur de village pour la commune en réponse aux besoins de la population et des parties prenantes pour favoriser le vivre ensemble
et la convivialité en centre-village. Donc les objectifs, c'était vraiment de prendre le temps justement de comprendre les besoins, les attentes des habitants, des différentes parties prenantes, des professionnels, des associations, de pouvoir étudier de manière assez ouverte et collective ce projet et définir une feuille de route à court, moyen, long terme avec des ressources mobilisables pour la réalisation du projet. Euh, En termes de groupes et d'acteurs qui ont été mobilisés, donc c'est un schéma qui a été réalisé par la commune, qui montre bien le côté déjà dans la manière de penser le groupe qui va travailler sur ce sujet. C'est très multipartenarial et on associe différentes catégories d'usagers dans la réflexion. Donc le groupe projet, qui est vraiment le groupe qui a piloté la démarche accompagnée par la DEFPAT, on avait des représentants des citoyens avec l'ancien maire, avec des représentants des parents d'élèves. On avait des représentants côté plutôt service public, donc des élus communaux et des agents de la communauté de communes, des acteurs économiques, donc représentatifs aussi de la vie économique du territoire, avec un maraîcher, un artisan plombier, et puis une diversité d'associations représentées, associations sportives, associations culturelles, associations des aînés, comités des fêtes. Donc ça, c'est vraiment le groupe déjà multi-acteurs et pour avoir ces regards croisés dans la réflexion directe sur le projet. Et puis en parallèle, une diversité de parties prenantes à mobiliser, d'autres acteurs associatifs, d'autres partenaires, d'autres collectivités, des partenaires institutionnels qui sont aussi réunis dans le groupe d'appui au projet, qui est vraiment le fonctionnement typique des projets à DevPat. Mais voilà, l'idée, c'est que déjà dans les acteurs sollicités pour cet accompagnement, il y avait cette volonté d'ouvrir le champ des possibles. Les élus sont vraiment partis du principe que oui, ils pouvaient, eux, construire un projet, une vision pour cette zone, mais ils avaient envie de le faire en associant un maximum d'acteurs et de parties prenantes et de pouvoir croiser les regards dès les premières étapes de conception. Sur les grandes étapes d'accompagnement, on retrouve des étapes assez classiques de démarche projet, de d'abord partir, enfin ce qu'évoquait Émilie aussi tout à l'heure, hein, d'abord de quelle est la situation de départ, sur quoi on s'appuie, comment on peut se projeter dans la situation souhaitée, quelle vision on peut construire et comment pour construire une feuille de route pour passer de la situation de départ à la situation souhaitée. Donc avec voilà, des étapes classiques, on analyse la situation, on regarde ce qui existe, on fait appel à un peu d'expertise d'usage et je vais revenir dessus pour comprendre les besoins, les problématiques. À partir de là, bah, quelles solutions on peut mettre en place, comment on priorise, comment on s'inspire aussi de retours d'expérience et puis quelle feuille de route on construit à court, moyen et long terme. Donc côté réalisation, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place sur ce territoire? Donc dans les grandes étapes déjà d'accompagnement, donc il y a eu ce groupe d'appui qui a réuni les partenaires institutionnels. On a fait en tout 7 séances de travail en soirée avec ce groupe projet multi-acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, avec donc associations, professionnels, citoyens, élus. Et 2 de ces séances ont été ouvertes à l'ensemble des associations locales pour avoir des temps où on a ouvert aussi la réflexion à toutes les associations. Il y a une vingtaine d'associations sur le village. Il y a eu une consultation des habitants par le biais d'un questionnaire. Donc l'ensemble des habitants a été consulté et a pu s'exprimer sur ce projet-là. Des rendez-vous ensuite bilatéraux, notamment entre la commune et certains partenaires associatifs ou partenaires techniques. On a eu donc un point d'étape avec les partenaires institutionnels, toujours pour aussi faire le lien avec les ressources mobilisables, avec de l'expertise, avec de l'appui technique et puis identifier les ressources potentielles pour le projet. Il y a eu le périscolaire qui a été mobilisé. Les enfants aussi se sont prêtés à l'exercice. Ils ont réalisé une très belle maquette pour illustrer la vision collective pour le village. Et en clôture, il y a eu une rencontre publique, réunion publique, qui a permis de réassocier l'ensemble des habitants pour les tenir au courant de ce travail et pour voilà, donner un aperçu de tout ce qui avait été fait et surtout les impliquer pour la suite du processus. Voilà. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, donc en reprenant ces grandes étapes du projet, donc on a sur l'étape 1, comment clarifier le d'où on part et quelle est la situation présente. En fait,
Sur cette zone, il y a différents locaux, c'est des espaces, donc à la fois des anciens ateliers techniques, il y a la salle des fêtes, l'arrière de la salle des fêtes, il y a des garages qui servaient pour les ateliers techniques de lieux de stockage, mais qui peuvent être réaménagés. Et puis, en fait, bah, tout un espace avec bah, l'aire de jeu, les terrains de sport, les alentours de la salle des fêtes. Donc, on a pris le temps de revisiter ce lieu qui est finalement connu de tous, mais avec un regard différent pour regarder le potentiel, pour regarder les forces, les faiblesses pour commenter collectivement finalement tout ce dont on dispose et partir vraiment de ce qui existe déjà. On a travaillé sur une cartographie des parties prenantes pour identifier l'ensemble des catégories d'habitants et d'acteurs qui pouvaient être concernés par ce projet et travailler sur le regard partagé sur les besoins de ces différentes catégories, quels besoins principaux, quelles problématiques, quelles attentes par rapport à cette zone. On a donc fait ce questionnaire qui a été co-construit par le groupe sur la base d'exemples d'autres questionnaires qui avaient déjà été lancés dans d'autres communes. Donc ce questionnaire a été diffusé dans toutes les boîtes aux lettres et par Internet via différents canaux de diffusion. Et un atelier ouvert donc aux associations pour vraiment travailler sur leurs besoins, leurs spécificités, leurs attentes, leurs difficultés actuelles, les petites choses qui pouvaient être améliorées. Sur l'étape 2, donc pour se projeter dans la situation souhaitée, donc il y a eu un gros travail d'analyse de toute cette matière collectée dans l'étape 1, l'analyse des résultats des questionnaires, des résultats des échanges divers et variés, des entretiens qui ont été menés. On a travaillé sur la priorisation, donc quels axes prioritaires et quelle ambition partagée pour cette zone. On a regardé aussi des expériences d'autres territoires en s'inspirant d'autres témoignages, d'autres territoires, puisque c'est aussi important de réaliser que si ça a été fait ailleurs, c'est aussi possible de le faire chez nous, ou au contraire, à partir de ce qui a été fait ailleurs, de voir qu'est-ce qui est différent chez nous et pourquoi, et qu'est-ce qu'on a envie de reproduire dans notre commune et un travail vraiment d'exploration de solutions, certains temps étant ouvert aussi aux associations, puisque les associations sont clés dans ce projet-là, dans la mesure où ce sont les principaux usagers actuels de la zone, avec la salle des fêtes, les terrains sportifs, etc. Donc il fallait vraiment qu'elles soient au cœur de la démarche. Et à partir de là, donc on a travaillé sur une priorisation. Donc on retrouve bien à chaque fois l'alternance entre des temps d'exploration, d'ouverture et des temps un peu de convergence. Et l'idée, c'était de construire une feuille de route en travaillant sur qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec les moyens actuels sans attendre des années et des financements extérieurs. Qu'est-ce qui est faisable dès maintenant, tout de suite, pour lancer la dynamique. Qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme? Qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme? Et donc, on a travaillé sur ces expérimentations à lancer, à démarrer. Et la réunion publique qui a eu lieu il y a quelques jours a notamment permis de constituer des groupes de travail en s'appuyant sur les volontaires qui voulaient lancer des premiers projets. Pour illustrer un petit peu et vous montrer ce qui a pu être fait, donc on voit là c'est le questionnaire qui avait été co-construit avec le groupe, avec vraiment comment vous utilisez actuellement cet espace, qu'est-ce qui manque en termes d'équipement, qu'est-ce qui manque en termes de services, est-ce que vous avez des attentes, des suggestions, est-ce que vous avez des remarques sur la sécurisation de l'accès, est-ce que pour vous c'est facile de venir, pourquoi, est-ce qu'il y a des problèmes côté sécurité ou déplacement? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger comme proposition pour favoriser le vivre ensemble? Donc, c'était à la fois voilà, pour sonder un peu les besoins et surtout pour ouvrir le champ des possibles et recueillir des propositions et des retours de tous les habitants dès le début de la démarche. Donc ça a plutôt bien fonctionné puisque sur 1000 habitants, on a eu une centaine de réponses. Donc 10% de réponses, c'est quand même pas négligeable parce que c'est toujours difficile de collecter des retours. Mais là, ça a permis d'avoir vraiment des réponses très variées, à la fois en termes de profil de répondants et puis de propositions qui ont émergé de cet exercice-là. Et comme je vous disais, donc il y a eu aussi des temps vraiment ouverts. Donc on voit par exemple voilà, des convocations sur le côté atelier participatif pour les associations ou pour la rencontre publique. L'idée étant toujours d'avoir des points réguliers d'étape avec les habitants, avec les associations. Et tout le processus a été vraiment très ouvert pour associer un maximum d'acteurs. Et je vous ai mis quand même une photo de la maquette qui a été réalisée par les enfants. C'était aussi important d'avoir ce travail et cette association-là. Ils ont vraiment permis de concrétiser la vision globale en ajoutant plein de petits détails, en mettant leur touche aussi sur
comment on imagine cet espace. Et donc, pendant les temps périscolaires, les enfants ont travaillé là-dessus. Et pendant la rencontre publique, certains étaient là, étaient très fiers de montrer aussi le travail qui avait été mené. Et pour tous les membres du groupe, tous ceux qui ont participé, pour les habitants, c'était très apprécié aussi parce que ça a vraiment permis de visualiser et de rêver ensemble la zone telle qu'elle pourrait être et telle qu'elle est déjà un peu aujourd'hui, et en se rendant compte que parfois en ajoutant juste un peu de végétalisation, un peu de décoration, on pouvait déjà en faire un lieu bien plus convivial et bien plus chaleureux. Donc voilà, c'était chouette aussi d'avoir ce regard complémentaire des enfants. Pour vous donner juste quelques exemples de projets qui sont issus de la réflexion, bon, le but, c'est pas de rentrer en détail et vous présenter la feuille de route, puisqu'on est plus sur la méthode que sur le résultat de la démarche, mais c'est quand même pour aller au bout de ce qui est ressorti de tout ça. Donc, il y a un projet assez phare et central qui est un projet on va dire, de café interassociatif, enfin, café associatif, un peu tiers-lieu. Qui serait co-animé par les associations pour favoriser le vivre ensemble avec tout un tas d'animations conviviales, de services, concerts, projections, petites restaurations, etc. Donc là, on a commencé à imaginer cet espace-là, mais on a aussi travaillé sur comment on peut expérimenter des choses dès maintenant sans attendre, parce que là, ça s'appelle le hangar, parce que c'est vraiment dans un ancien hangar qui est un espèce de garage qui n'est pas du tout encore aménagé, mais qui pour autant est déjà un peu là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant? Et qu'est-ce qu'on peut envisager en termes d'idéal de projet pour plus tard. Des divers aménagements intérieurs pour ajuster la zone, donc rénover un petit peu, réagencer certains espaces, créer des WC publics, créer une zone Wi-Fi, etc. Et créer des espaces de stockage et de mutualisation pour les associations. Tout un travail sur la communication, la signalétique. Il y a eu vraiment l'envie de créer une identité pour cette zone et de la rendre aussi joyeuse, colorée, à l'image de toutes les parties prenantes. Donc il y a eu des idées type une fresque citoyenne, une arche pour marquer l'entrée dans la zone, et puis après d'autres points plus techniques de processus de communication facilité entre les associations entre elles, les associations avec la mairie, les associations avec les habitants. Tout un sujet autour de la sécurité des déplacements, donc qui sera travaillé aussi avec un regard plus technique et avec des partenaires associés. Et puis le côté aménagement extérieur, où là, il y a l'envie de végétaliser l'espace, de créer un vrai parvis autour de la salle des fêtes, d'améliorer les accès et de créer des ombrières pour optimiser l'espace. Voilà, ça vous donne une diversité des sujets pour vous dire qu'en fait, les grands axes et les grands thèmes étaient assez vite ressortis dans les échanges. Par contre, le fait d'ouvrir tout au long du processus aux habitants, aux associations, ça a vraiment permis d'aller plus loin dans la conception des solutions, d'imaginer des choses et de vraiment voir ce que les gens avaient envie de faire aussi et ce qu'ils étaient prêts à porter. Sur les prochaines étapes, donc l'idée, comme l'expliquait Émilie, c'était d'expérimenter, de tester. Il y avait un vrai enjeu en disant, sur ce type de projet, on pourrait partir sur un plan d'action à 10 ans, avec des gros travaux nécessaires on n'est pas sûr de pouvoir financer, et le temps que les travaux se mettent en œuvre, etc., bah, ça va forcément voilà, être un peu long. Pour autant, la dynamique, elle est là maintenant. Les habitants, ils ont été consultés, ils ont envie que ça aboutisse. Donc, on a travaillé sur la mise en place de chantiers participatifs avec la population, donc autour de la végétalisation, comment créer ensemble des jardinières partagées, comment faire des trocs de plantes, etc., y compris pour végétaliser la zone, mais pour commencer à créer du lien aussi et favoriser le vivre ensemble. L'idée, comme je disais, c'était de pouvoir aussi créer un aménagement provisoire de ce hangar espace café pour pouvoir avec un grand ménage de printemps et un aménagement un peu provisoire, pouvoir commencer à faire des choses dans l'espace en attendant même de pouvoir monter des dossiers de demande de rénovation, de financement pour le projet. Et puis lancer des concours pour imaginer les différents visuels sur la fresque citoyenne, sur l'arche, etc. Côté expérimentation, bah, le but, c'est justement que les associations se saisissent du lieu. Ce qu'on disait, mettre à l'épreuve du réel, c'est de dire si on veut que ce soit à terme un lieu co-animé par les associations, si déjà on leur laisse carte blanche pour expérimenter, qu'est-ce qu'elles peuvent proposer, comment elles s'organisent, quelles questions ça pose, qu'est-ce que ça soulève comme problématique très opérationnelle. Donc là, l'idée, c'est de profiter de tout l'été, enfin fin de printemps, été, pour tester des choses. Et donc, les associations se sont positionnées pour lancer des premières animations avec le bâtiment en l'état, en profitant du côté plein air aussi.
Et puis l'idée, c'est qu'il y ait encore des réunions multi-acteurs pour avancer sur le thème, tout en poursuivant la partie montage de dossiers, demandes de financement diverses, à l'initiative aussi de la mairie. Euh, En prise de hauteur un peu sur cet accompagnement et ce projet-là, ce qui a pour moi été une vraie clé de réussite, c'est quand même ce portage politique qui a été fort, qui a été incarné par des élus qui avaient cette vision, qui étaient prêts à faire des choses et mettre en œuvre des choses pour pouvoir faciliter ce travail. Donc par exemple, le déménagement des services techniques, c'est vraiment une volonté de la mairie qui a dit, OK, on déménage les services techniques, on crée des opportunités en libérant des espaces. Donc il y avait vraiment cette volonté politique. Et le fait que les élus, les membres du groupe et tous les participants aient eu confiance dans le processus et la méthode. On disait hein, sur la question incertitude, c'est qu'on n'est pas arrivé en disant voilà le projet pour le village, est-ce que vous le validez? Merci de l'enrichir. C'était qu'est-ce que vous voulez faire ici? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et en fait, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, on ne savait pas si les gens allaient s'en saisir. Et les élus étaient confortables avec ça aussi, ont accepté ce côté. On n'est pas là pour présenter un projet, on est là pour ouvrir une démarche de réflexion. Et ça a vraiment permis de créer aussi de l'espace parce que les gens se sont sentis libres d'exprimer plein de choses. Et puis ce pilotage par le groupe multi-acteurs mandaté par les élus a été très pertinent puisqu'on avait vraiment au sein même du groupe de réflexion des regards croisés qui permettaient d'enrichir, d'alimenter. Quand on a construit le questionnaire pour les habitants, chacun avait son regard aussi de qu'est-ce qui est important à demander et c'était vraiment cette richesse de l'intelligence collective. Euh, et voilà, en termes d'apprentissage, je pense que le fait d'être parti de ce qui existait pour explorer des solutions, des améliorations, c'était très pertinent parce qu'en fait, ça permet d'aller plus vite aussi et ça permet de ne pas partir de zéro, de montrer déjà tout ce qui existe. La volonté d'expérimenter plutôt que de planifier, ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'était de lancer une dynamique, lancer la démarche, bien sûr, on a fixé un cap, une ambition collective, on a une vision commune qui est ressortie et qui est traduite notamment par la maquette, mais on sait que ça va prendre du temps et pour autant, il faut juste commencer sur chaque sujet des petites choses qui permettent de ne pas attendre 5 ans avant que les habitants voient qu'il se passe effectivement quelque chose. Et ça a été vraiment très important pour donner envie, créer la dynamique et montrer que c'est pas juste un beau projet théorique, mais on ne sait pas s'il verra le jour. C'est que dès maintenant, ça y est, on crée des petites choses et il y a des choses qui se lancent et notamment aussi en lien avec les projets que la mairie avait déjà engagés, comme l'aire de jeu ou autre. Et puis le fait d'avoir associé la société civile et les habitants tout au long du processus, ça a vraiment permis de les engager, de leur permettre d'être concernés. Il y a eu des allers-retours, des petits points d'étape. Il y a eu les vœux aussi en début d'année où on a présenté un petit point d'étape de la démarche. Donc les gens ont entendu parler de ce projet depuis le début, ils ont pu s'exprimer. Ça a permis de désamorcer plein de choses, ça a permis d'éviter des blocages, des associations qui auraient pu être contre parce que ça va peut-être faire bouger leurs locaux associatifs ou autres. En fait, elles ont été associées, donc elles ont bien compris tous les enjeux. Et du coup, là, dans notamment les prochaines étapes sur les chantiers participatifs, il y a déjà des personnes et des associations qui se positionnent pour porter la suite. Donc ça a vraiment facilité leur implication pour la suite du projet. Voilà sur ce petit retour d'expérience. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup. Alors, la slide d'après, c'est vous demander si vous avez des questions, des réactions. Alors, je me permets d'arrêter le partage pour que ce soit plus confortable pour tout le monde, que l'on se voit toutes et tous. Et voilà, laissez place à vos réactions ou vos questions, que ce soit concernant la boîte à outils ou à Mélanie, sur l'approche, les outils, la méthode. N'hésitez pas. Est-ce que vous en avez des questions, des réactions? Qu'est-ce que ça évoque chez vous tout ça? Non. Pas de questions? Si? Peut-être juste une... Pardon. Je peux parler? Bien sûr, Valentine. Oui. Juste une remarque sur le fait que Ambre, effectivement, en tout cas la DDT, c'est pas moi qui le suis, mais j'ai une collègue qui a suivi ce projet dans le cadre du GAP. Et les retours qu'on a eu en interne sont effectivement assez positifs sur l'engagement des habitants, du coup, et aussi le dialogue qui s'est tissé entre la mairie et les habitants, dans un contexte aussi un peu particulier au niveau politique, puisque le maire élu en 2020 a démissionné en 2023, donc il fallait aussi
remettre un peu de boost dans ce lien de confiance entre les administrés et leur mairie. Donc, il y a un retour positif, en tout cas, j'ai entendu ça. Merci. Camille, vous leviez la main pour une question ou une réaction? Oui, moi je voudrais remercier la DEFPAT pour avoir théorisé des démarches que l'on utilise parfois de façon empirique, Mhm. d'avoir bien réfléchi, de nous avoir fait quelque chose qui va nous faire gagner du temps. Parce que je pense que euh, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire que d'associer les usagers, mais ce qui est bien, c'est que maintenant on a quelque chose où on n'a plus besoin de trop euh, réfléchir. Enfin, on a les différentes étapes et ce sera plus facile pour nous. Eh bien, merci. Et Merci. tant mieux que si tout ce qui est utile, c'est fait pour. Et effectivement, Voilà. dans l'intention de gagner du temps, et je dirais Et que oui. la démarche centrée usager, le design de service permet de gagner du temps. On a peut-être Non. l'impression parfois d'en perdre en le faisant, mais finalement, les- le Et, temps gagné par cette démarche-là est précieux. Ouais. et je suis vraiment agréablement surprise de voir que la jeune génération euh, partage ses idées, alors qu'avant, on gardait ces petits trucs pour soi et on ne les partageait pas, ou rarement. Merci. Ouais, merci à vous. Et l'intention à la DEFPAT, on est plutôt dans un état C'est d'esprit ça. de ce qu'on appelle les communs, de mise en commun, de partage de ces savoirs-là. Donc, voilà. Vous trouvez d'autres boîtes à outils d'ailleurs sur le site de la DEFPAT. Oui, oui. C'est-à-dire participation citoyenne en général et impact social, mesure d'impact social, utilité sociale. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Oui, Sophie? Oui, merci Mélanie pour cette présentation concrète et puis pour en effet cet outil partagé, c'est super. Nous, pour avoir mené des démarches un petit peu similaires sans vraiment de méthode ou voilà, sans savoir que ça s'appelait vraiment design de service, il y a plein de points communs avec des maquettes aussi. Et, enfin, c'est vrai que c'est vraiment des démarches qui permettent de fonctionner autrement. Il y a eu chez nous une nécessité de déconstruire quand même aussi des choses, des habitudes de fonctionnement, le fait que c'est les élus d'habitude qui étudient les problématiques et qui proposent des solutions. Et donc, voilà, cette place de l'élu est remise en question aussi par ces démarches, mais au final, voilà, ça peut être très riche. Ça reste un, un combat quotidien et voilà, qui est aussi parfois lié aussi au mandat successif. Il y a certaines équipes qui sont partantes et d'autres moins. Donc, voilà, c'est vrai que c'est vraiment des projets qui nécessitent une implication politique aussi pour que ce soit vraiment positif. Ça peut pas être qu'un contre-pouvoir. Enfin, en tout cas, ça va pas les mêmes résultats. Mais nous, voilà, on a expérimenté aussi un petit peu et d'avoir cet outil vraiment concret, c'est super. Merci beaucoup. On va explorer ça pour faire mieux sur les prochains projets. Merci, merci. Et effectivement, pour cette approche et l'intention et le portage politique de ces démarches, il est indispensable en fait. Il y a une vraie... la sincérité de la démarche, elle est au cœur de tout ça. Et ça peut pas effectivement, à mes yeux, être un contre-pouvoir, mais c'est plutôt quelque chose de réellement porté et de partagé. Je sais pas, Mélanie, si tu as été face à d'autres expériences qui pourraient illustrer ça. Ouais, je pense que l'enjeu, c'est que
souvent les élus ont besoin d'arriver avec des solutions et des projets. C'est aussi ce qu'on attend d'eux parfois. Les habitants aussi doivent déconstruire leurs propres attentes vis-à-vis des élus. Mais souvent, voilà, l'élu, du coup, se sent aussi amené à proposer une solution et du coup, d'accepter d'arriver en disant on a une vision, mais pas forcément la solution, et la solution, on va l'imaginer ensemble. C'est d'être bien au clair aussi sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas, pour pas donner de faux espoirs non plus aux participants et qu'à la fin, en fait, tout soit censuré parce que c'est hors du cadre. Donc c'est là aussi l'importance de bien définir le périmètre et pour l'élu d'accepter, oui, ce côté parfois inconfortable de je ne viens pas en tant qu'apporteur de solution, je viens en tant que porteur d'une vision pour le territoire et je suis capable de réunir les parties prenantes qui vont chacun être capable d'apporter quelque chose à la réflexion collective parce que derrière, bah là en l'occurrence sur ce projet à Ambre, c'est quand même l'espace de vie des citoyens, des habitants, c'est leur village, leur cœur de village, c'est eux qui l'utilisent. Donc évidemment que ça a du sens de les associer, mais il faut aussi que les habitants jouent le jeu de ne pas tout attendre de la mairie ou des élus en disant bah, c'est pas à la mairie de tout faire, il faut aussi mettre la main à la pâte et c'est la difficulté derrière sur la mise en action de ne pas être dans ce jeu de ping-pong entre bah, vous avez proposé ça, vous allez lancer ça, maintenant allez-y, bah, c'est aussi et nous qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est notre part pour contribuer au projet collectif, quoi. Juste si je peux réagir sur cet aspect, moi je pense que c'est quand même aussi intéressant de partir parfois de l'idée, de la solution voilà, envisagée par l'élu et par son conseil municipal ou sa majorité, et de vérifier aussi certaines hypothèses que le conseil a posées. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi plusieurs méthodes pour approcher le sens et la portée de ce travail collaboratif. C'est normal que les élus euh, portent aussi voilà, une vision pour leur propre territoire. Et on a des élus aussi qui ont des approches très créatives et des solutions parfois très innovantes. Donc voilà, je pense que euh, ça peut être aussi intéressant de partir sur la thèse de la vérification finalement. Voilà. Oui, je dirais que c'est ce qui, bien sûr, et tout ça est complètement possible. Ce qui est important à mes yeux dans toute démarche, alors là, on parle de design de service, mais moi, plus largement, je parlerai de participation citoyenne en général. Dans toute démarche de mobilisation des citoyens, ce qui est important, c'est le mandat qui est donné en fait aux habitants ou aux citoyens, qu'il soit clairement posé, le cadre, qu'est-ce que la collectivité attend de la production et de la contribution citoyenne, et jusqu'où ces contributions peuvent ou doivent aller, quel est le cadre, ce qu'on appelle les variants ou les invariants, en fait, donner ce cadre. Et ainsi, les citoyens sont mobilisés, ils savent pourquoi, ils savent jusqu'où ils peuvent aller et quelle sera à quelle hauteur et de quelle façon ce qu'ils vont produire sera utilisé, en fait. Et ça, c'est important, ce mandat qui est donné aux citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, je vous rejoins sur ça, effectivement. C'est important que la démarche elle soit faite avec honnêteté et sincérité. Là, vous présentez des outils de design de service qui me semblent pertinents pour des enjeux qui sont identifiés peut-être par des élus ou d'autres forces vives du territoire, mais pour lequel il n'y a pas encore de solution qui a été dessinée par les élus. Dans d'autres cas, il se peut tout à fait que les élus aient des bonnes idées, hein, je conteste pas ça, mais c'est peut-être pas ces outils-là qu'il faut utiliser. Il y a d'autres outils de concertation citoyenne, de consultation du public, voilà, de prise en compte des remarques, hein, qui me semblent plus pertinentes si le projet est déjà ficelé. Par exemple, dans le cadre d'une campagne électorale, des élus portent un projet, ils sont élus, bon ben voilà, ils ont déjà posé sur la table un certain nombre d'éléments, bien que le projet soit pas complètement ficelé et terminé, et qu'ils aient besoin justement de l'appui des partenaires locaux pour le mener à bien.
Mais les outils qui sont présentés aujourd'hui me semblent plus utiles dans une démarche assez amont, c'est-à-dire on a repéré une problématique et vraiment on est ouvert à la solution qui peut être présentée. Tout à fait. Tout à fait. Il y a effectivement pour des projets plus avancés, des outils autres qui sont plutôt de l'ordre de émettre un avis et enrichir un projet déjà plus établi. Mm. Sophie? Oui, ce que ça m'évoque aussi, c'est cette ouverture à la créativité. Enfin, ces outils-là me semblent permettre ça, ouverture à la créativité, droit à l'exploration, droit éventuellement à l'erreur aussi dans l'exploration, enfin, parce qu'il y aura des pistes qui seront explorées, qui seront finalement pas retenues. Et c'est peut-être ça qui est enrichissant aussi, parce que voilà, des fois, il faut être efficace, faut aller droit. Et voilà, là, ça ouvre à cette créativité collective qui est des fois empêchée par certains processus de développement de projet. Oui, oui. Et le droit à l'erreur qui fait partie intégrante à mes yeux du processus. Ouais. Bien. Si j'en crois les mains qui ne se lèvent plus, peut-être il n'y a plus de questions, de réactions. Il me reste à vous remercier vraiment de votre participation, de vos réactions. Mélanie, merci de ce retour d'expérience, de ce partage de bonnes pratiques. Voilà, je vous souhaite de belles démarches de design de service. N'hésitez pas si vous avez des questions, des soucis de téléchargement, de fiches outils, de guides méthodos, etc., à revenir vers moi, vers la DevPath. Nous sommes à votre écoute. Voilà, et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous, au revoir. Merci à vous.